Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Je vous vois, mon cher Philippe, plongé dans un article sur les primaires du Parti Socialiste, ce qui, a priori, est quand même le prototype du sujet qui, pardonnez-moi l'expression, vous emmerde au-delà du possible. Vous êtes donc un masochiste ce matin. Donc je vais vous lancer sur un autre sujet, volontairement. Est-ce que vous pensez, comme Philippe Muret, que la fête de la musique, comme tous ces spectacles culturels à grande échelle, sont exactement le contraire de la culture ? Encore vous avez vu que je vous prends à froid. Là, non, pas du tout. C'est un problème auquel je pense souvent. Écoutez, vous qui êtes directeur de théâtre, metteur en scène, oui, tous les matins, Philippe se lève et se dit tiens, je pense à la fête de la musique. non. Est-ce qu'on est dans la culture, dans le divertissement, dans la démagogie? On est dans le divertissement populaire. Voilà, j'allais dire de ça. Notre débat devrait procéder d'abord d'une réflexion autour de la culture. Qu'est-ce que c'est que la culture? De même que j'ai entendu pendant très longtemps dans ma vie, tout est politique. Après 68, il a fallu que je me range à ce catéchisme nouveau, savoir que tout était culture, ce que je ne crois pas. Donc voilà la réponse à ma question. C'est un divertissement populaire qui n'est pas de mauvais aloi, dont je me félicite d'une certaine façon, même si dans ces démonstrations multiples, je trouve du bon gré de livret, il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Vous connaissez les thèses de Muret là-dessus. Oui, mais Muret, c'est le misanthrope de tout ça. Ce sont des effets de manche chez Muret. Vous voyez, c'est très facile. Philippe Muret, essayiste français célèbre, repris souvent par Lucchini au théâtre, voilà, qui considère en gros que la version Jacques Lang de la culture, c'est-à-dire la version de la démocratisation de la culture, est une escroquerie absolue. C'est très facile à railler, sur ce sujet. Non, je ne suis pas contre cette manifestation. Je pense que ça participe d'un divertissement populaire qui est aux lisières de la culture, mais qui n'est pas la culture telle que moi je la définis. Voilà, c'est tout. Voilà, on va y revenir. Voilà, je me réjouis qu'il y ait cette fête. En revanche, oui, c'est vrai, mais je n'y participe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, Bruno. je tout dis. Non, mais d'abord, votre portrait de Muret, cher Guillaume, est un peu incomplet. Oui. Parce que qu'est-ce qu'aujourd'hui que Muret? C'est l'icône de tous les conservateurs et les néo-réactionnaires qui sévissent sur la place médiatique. Voilà. C'est ça, Philippe Muret. Mais si. Ouais. C'est le porteur d'une vision de classe extrêmement. Mais c'est une réalité. C'est le porteur. Mais c'est une réalité. Quitte une fois pour toutes le 19e C'est le siècle, porteur. Mais pas du tout. C'est le porteur. C'est la grille de lecture de toutes choses. Bah oui, mais j'y peux rien si c'est la vérité. Tu manges un croissant, tu parles de lutte des classes. Oui, parce que je pense au boulanger. Je pense au petit Mitron qu'il a fait et qui souvent est un jeune apprenti exploité. Voilà, tu sais, moi aussi, je peux faire du filoche si tu m'y pousses. Bon, non, Muret, c'est l'icône des néo-réacs et des conservateurs, qui a une vision de la culture qui est empreinte d'une violence de classe considérable et qui consiste à dire, grosso modo, la culture n'est pas faite pour le peuple. Non. Donc, on peut dire que la culture n'est pas un divertissement. Parce que la culture doit être élevée. La culture doit être élevée à des sommets qui font que par nature, elle est inaccessible au peuple. C'est comme ça que voit la culture. Non. Et c'est pour ça qu'il dit la fête de la musique destinée au petit peuple. Mais c'est la même chose que Roederer, le philosophe qui n'aime pas le football et qui vous explique que c'est pour que les petites gens achètent les figurines Panini dans les supermarchés et puis que c'est une sous-culture. C'est la même chose, c'est la même vision. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc le divertissement est une sorte de Lego qui fait partie de la culture, mais qui n'est pas contre la culture, alors que d'autres considèrent que le divertissement, c'est justement... Le divertissement n'est pas la culture, c'est la vision de Muret. N'est pas la culture. Voilà, et c'est la vision de Muret et de tous les néo-réactionnaires et conservateurs qui le vénèrent. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Mon cher Philippe, mais je ne conteste pas. Asseyez-vous sur votre chaise, j'ai une question. Vous êtes prêts? Philippe devrait relire Gramsci. La grille de lecture on peut polémiquer un peu quand même le matin. C'est inadmissible. Moi, je n'aime pas la polémique. Ce qu'il dit, il a c'est juste du Gramsci avec l'histoire, ce garçon. Mais non, c'est du Gramsci. Un jour, je l'ai entendu dire à votre, j'étais pas là. J'ai écouté l'émission, je l'ai entendu dire que le football était devenu le sport des riches. Non, je n'ai pas dit ça. Cela. Mais attendez, Hollande est un progressiste en regard de Bruno Roger Petit. Vous auriez pu reprendre la formule, vous pourriez l'appeler dorénavant le petit Mitron, puisqu'il a défendu l'idée du petit Mitron. Je pense au petit boulanger. Regardez-moi dans les yeux et regardez les spectateurs de Paris Première et surtout les auditeurs de la revue. Qu'est-ce que la culture?
Bon, Mais mon vieux, c'est ça, on prend non, mais vous me parlez, vous me posez des questions comme un Luc Ferry. Pas à la radio un comme Luc ça. Ferry, vous appuyez sur le bouton Luc Ferry et vous avez une logorée incompréhensible pendant ça. Non, brillant, encore incompréhensible. Encore un ami. Bravo Philippe. Bravo Philippe. Alors, qu'est-ce que c'est, la culture? En plus, il est très sensible. Moi, j'ai Ferry. une définition de ça, Bah, justement. dites-là, parce que vous me prenez un peu à bas fort, Ouais. là, parce que je ne vais pas vous faire une Eh bien, définition justement, comme du je suis commerce. entre vous deux. La culture, c'est sortir de soi. On a une identité, on a une région, et le meilleur moyen, justement, d'échapper à un destin qui, de toute façon, est tragique, c'est de sortir de soi. C'est ça, la culture. Oui. C'est magnifique, non, Oui. dès le matin, comme ça, je vous assène ça. Non, mais je comprends. J'ai même pas répété. Je comprends votre définition. La oui, culture, ça donne le 18 juin 40. C'est-à-dire que vous avez un type conservateur, Qui sort de royaliste, soi. maurassien, et qui sort de lui parce qu'il considère qu'il y a une forme de culture française qu'il faut préserver du nazisme. Voilà, c'est le général de Gaulle. Non, Oui. je crois Mais pas. oui. Je crois pas non plus. Mais C'est pas cette grille. Vous avez réfléchi maintenant, vous pouvez donner votre version, parce qu'on a besoin, nous qui sommes de gentils garçons. Oui, parce qu'il faut qu'on cause primaire. Voilà. Non, mais la culture est Non. la part la plus spirituelle de soi, et c'est tout. La culture s'oppose la culture s'oppose à la nourriture quotidienne, matérielle, matérialiste, etc. La culture, c'est l'esprit, la culture, c'est l'art, la culture, c'est la transcendance. C'est une définition de Cagneux que je vous donne. Ah oui. Bah oui, bah enfin. Non, je dirais plutôt année préparatoire Sciences Po, fin des années 40, non? Alors, deuxième sujet, les primaires, puisque vous avez plongé là-dedans. Il y a quand même quelque chose d'assez particulier dans cette affaire, c'est que vendredi, il était contre, nous sommes le mardi de la semaine suivante, et il est pour. Alors, il y a deux solutions. Le président de la République. je pensais que c'était Alors, Jean-Christophe il y a Cambadélis. deux solutions. Soit il est aux abois absolus, soit il est malin. Mais dans tous les cas, est-ce que ça peut marcher, Philippe? Oui, ça peut. De toute façon, il est dans une position intenable. Les circonstances... Sur fond de grève, statique ou marchante. Il est dans une on sait pas très position bien. intenable. Alors, toutes les possibilités sont inventoriées, énumérées, évoquées, de telle sorte qu'au dernier moment, c'est-à-dire quand les circonstances en décideront, car c'est bien cela, c'est le destin, c'est la fatalité. Quand les circonstances en décideront, qu'est-ce que ça veut dire, les circonstances? On sera en janvier, fin décembre, à peu près. Quel sera l'état du pays, l'état social, où on sera le terrorisme, quel sera son bilan, quel sera le rapport des forces exact. Voilà, il aura à choisir il choisira entre les 3 ou 4 hypothèses qui décideront de son destin, et Monsieur Cambadélis est chargé de faire comment dirais-je de faire l'inventaire de ces hypothèses-là. Voilà, rien encore une fois n'est décidé, il est empirique, il est pragmatique, il est opportuniste. Mais il est opportuniste. Il est empirique et mort sans s'en rendre compte en essayant de bricoler quelque chose, ou il est empirique et encore un tout petit peu vivant. Mais il a un instinct de survie extraordinaire. Extraordinaire. Ça, il faut le mettre un peu, d'une certaine façon, à son crédit. Il veut continuer. Il veut pas seulement continuer par ambition, il croit à ce qu'il fait. On le sait assez. Vous parlez de François Hollande pour ceux qui le rejoignent, évidemment. Je crois c'est le critère chez lui, enfin, c'est ça. Voilà. Il croit à son succès, il croit en son étoile, il veut continuer, c'est assez respectable d'ailleurs. Alors voilà, toutes les hypothèses sont ouvertes. On verra à la fin de cette année laquelle il choisira. Ça s'appelle l'empirisme. Le retournement, nous sommes mardi 21 juin, entre le vendredi et le mardi, que s'est-il passé? C'est simple, il y a une analyse de la situation qui a été faite par Jean-Christophe Cambadélis, François Hollande et d'autres qui se sont penchés sur l'affaire et qui ont décidé, alors premièrement, qu'il y avait un besoin de relégitimation à gauche. Voilà. C'est-à-dire que quand vous allez à l'élection présidentielle avec un bloc des gauches qui, selon les sondages, vous situe à 30%, quand vous êtes à égalité avec Mélenchon, et que vous avez besoin de passer la barre des 20 et d'approcher des 25 pour espérer accéder au second tour de l'élection présidentielle, il faut bien aller chercher ses électeurs. Donc, il faut montrer à la gauche qu'on est de gauche. Donc, on accepte le principe de la primaire. Je vous dis pas que c'est ce que je pense, hein. Je vous dis que c'est ce qui a été pensé. Donc, pendant que la bataille a lieu dans la rue, dans les bureaux... Non, là, on parle de quelque chose qui aura lieu en décembre et janvier. D'accord, mais pendant... on pense à l'avenir, parce qu'on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui dans la rue a de fortes conséquences sur les chances présidentielles de réélection de François Hollande. Voilà. Premier point, la relégitimation à gauche. Deuxième point, le traitement des adversaires de gauche. Donc le calcul qui est fait, c'est de se dire, est-ce qu'on a intérêt à aller se frotter à Montebourg, alors qu'on a déjà Mélenchon dans le circuit, sur un premier tour d'élection présidentielle? Non.
il vaut mieux le faire dans une primaire, concentré sur quelques semaines. Je vous dis pas que c'est un calcul flamboyant, je vous dis que c'est le calcul qui a été fait. Il vaut mieux le faire sur quelques semaines dans une primaire. Il vaut mieux avoir les adversaires à la primaire qu'au premier tour de la présidentielle. On résout avant le premier tour de la présidentielle la question Filoche-Montebourg. Et il reste plus que Mélenchon au premier tour de la présidentielle, sur qui, pendant la primaire, on va tirer à vue en disant pourquoi Mélenchon n'est pas là avec nous. C'est lui qui divise la gauche. Voilà, c'est ça l'objectif. Troisième point, il s'agit d'afficher que François Hollande a du courage. Voilà. Donc François Hollande va au combat. Donc François Hollande accepte le principe de la primaire. Donc François Hollande va se colter avec Montebourg. Il va se colter avec Filoche. Vendredi. Oui, mais non, c'était pas le vendredi parce que c'est une réflexion. Ça veut dire qu'il est courageux le week-end. C'est une réflexion qui est en gestation depuis plusieurs semaines. Oui. Bon, en tout cas, ils ont décidé ça. Alors, je vous dis pas que compte tenu de l'impact que ça a sur le corps du roi, sur la logique de la Ve République, je vous dis pas que ça va marcher. Je vous dis que c'est comme ça que ça a été conçu par les inspirateurs de cette manœuvre politique. Et on peut changer de sujet maintenant? Non, mais attendez, je voudrais dire une chose. Je peux pas m'entendre avec Bruno. Vous comprenez, toutes ces paroles, toutes ces analyses, elles sont celles d'un spécialiste, expert en matière de politique. Il réduit le problème à des proportions qui n'intéressent personne. Le sujet véritable, c'est quoi? C'est de savoir si, quand on est dans une situation comme celle d'aujourd'hui, au lendemain du discours de campagne, est-ce que François Hollande est à la mesure de sa fonction? C'est ça. Vous avez répondu le jour de son élection et c'était non. Mais oui, mais il le prouve. À 20h01 au seconde. bout de 4 ans d'une politique incertaine et indéchiffrable, décide de retourner dans l'état dans la situation, dans le crédit dont il dispose, de retourner à une primaire. Très bien, Philippe. Mais alors, une question. Qui peut faire mieux? Qui ferait mieux que François Hollande à gauche? Pardonnez-moi. Mais je ne sais pas, c'est pas mon problème. Je voudrais qu'on écoute le zapping de ce matin. C'est important et on terminera. Vous pourrez commenter ce qui vous plaît ou vous déplaît. Gérard Filoche, donc un des membres de la direction du PS, qui est évidemment à la gauche de la Vosges, qui a récemment... Oui, c'est justiste. Voilà, il a récemment traité donc Manuel Valls de Poutine et il donne une vision de Poutine, enfin une description physique de Poutine qui est assez particulière. Gérard Filoche. C'est lamentable. Cazeneuve est pire que le ministère de l'Intérieur de 68. Pourtant, Grimaud était quand même respectueux des manifestants. Cazeneuve devrait s'inspirer de Grimaud. C'était le préfet de l'époque à Paris. Et comment ça s'est passé? Ça suffit d'Emmanuel Valls, s'il y a un besoin d'autorité. Ce qui suffit, c'est Emmanuel Valls. Ça suffit aussi. Cet homme qui avait 5% en dernière primaire, qui visiblement n'a pas progressé dans l'opinion des Français, qui a la mâchoire crispée, le ton agressif, impératif, on peut pas rester immobile, tout ça pour nous faire revenir au 19e siècle. Parce que c'est la politique des libéraux. C'est pour refaire des salariés, des tâcherons, des journaliers. Je veux dire, il y aura des traces de Manuel Valls, mais cette trace-là, elle sera honteuse. Dans le genre manipulation. Berlin. Voilà, Henri Guénaud sur iTélé, l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, qui dit que s'il n'a pas donc les parrainages, il ira directement au premier tour des présidentielles, dit-il, Henri Guénaud. Si j'ai pas mes parrainages, si le verrou est trop grand, c'est qu'on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas participer. J'en conclurai que le système des partis est devenu tellement verrouillé, tellement fermé sur lui-même, que je prendrai mes responsabilités. Il faudra que je prenne mes responsabilités, que j'aille directement devant le peuple français, si je trouve les 500 signatures d'élus locaux. Voilà. Mais vous serez candidat quoi qu'il arrive. Je serai candidat quoi qu'il arrive. Voilà, je suis candidat tout seul, fort de la seule bonne volonté de tous ceux qui voudront m'aider. C'est quand même très très bizarre. Donc l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, au moment où Nicolas Sarkozy est en train d'amorcer sa remontée, il dit « j'y vais quoi qu'il arrive ». Guénaud est moins le sujet que la remontée de Sarkozy, mais enfin c'est quand même particulier comme... Oui, c'est d'autant plus idiot que si Guénaud se reportera au deuxième tour, invitera ses électeurs à se reporter sur Nicolas Sarkozy. Enfin, s'il y a un deuxième tour. C'est un peu pour le candidat LR. Traitons le sujet quand même de fond. C'est quand même bizarre psychologiquement que quelqu'un qui a été si proche de Nicolas Sarkozy pendant des années et des années, qu'il a toujours défendu au moment
Mais il est en train de sortir de la bataille. Qu'est-ce que c'est que ce ressort psychologique? Mais oui, c'est l'effet pervers des primaires, Guillaume. C'est l'effet pervers des primaires. Vous ne pouvez rien. Là, c'est chez vous ce matin, j'ai entendu. Mais il a toujours été contre, Guénaud, les primaires en plus. Non, mais oui. Mais il a une occasion de faire, comme il le dit, comme chacun le dit, triompher ses propres idées. Il l'a saisi. Vous ajoutez à ça la passion, l'ambition, etc. Et hop, il y va. Et après tout, pourquoi pas? C'est dérisoire, si on le veut, mais on le comprend parfaitement. Et vous comprenez, vous, l'électeur de droite, qui est 15 candidats aux primaires? Mais il n'aura pas 15 à l'arrivée. Je suis contre les primaires, moi, mais qui suis-je? Je suis contre les primaires. Au départ, on sait bien qu'avec les parrainages, ça ne marchera pas. Non, mais j'analyse encore une fois les causes, les effets, etc. Je dis, c'est l'effet pervers des primaires, c'est tout. Ça relève de la passion humaine, c'est tout. Ça ne tombe pas d'hier, ce que fait Henri Guénaud. Non. La campagne 2012, il était en désaccord avec la ligne. Oui. La façon dont Nicolas Sarkozy est revenu en reprenant le parti, il a toujours dit que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et trois, vers une aventure. Donc il a dit lui-même que c'était, si je puis dire, la crétinisation de la vie politique française. Il y a quand même quelque chose de psychologique. Oui, mais non. Et trois, Nicolas Sarkozy le déçoit jour après jour. Donc il y a un moment où quand on est un gaulliste habité, parce que c'est ça Henri Guénaud, on est entre Malraux et Philippe Seguin. Bon, quand on est un gaulliste habité, on y va. Et moi, je pense qu'il le général de Gaulle que vous évoquiez seul a été rejoint par les Français. Henri Guénaud, il est rejoint pour l'instant par... Mais attendez, Guillaume, faut pas préjuger. Moi, je pense qu'Henri Guénaud aura les 500 signatures. Parce qu'il y a plein de gens qui auront intérêt à lui donner. Et je pense que s'il fait une campagne souverainiste, qui correspond aussi à l'ère du temps, un peu conservatrice, s'il parle à l'électorat de la Manif pour tous, qui est laissé complètement de côté par Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé, c'est quelqu'un qui peut faire 3 points, 4 points, 5 points. Et tout ça sera ôté au potentiel du candidat LR du premier tour. C'est ça qui est intéressant. Merci à tous les deux ce soir sur Radio Classique à partir de 20h. Grand concert donc avec les airs les plus célèbres de l'opéra, en direct de l'Opéra Bastille, avec notre camarade et ami donc et partenaire Stéphane Lissner. C'est sur Radio Classique et nous en sommes ravis. Bonne journée à vous deux. Merci.